Et formellement, je vais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Donc, Franck Louvrier présent, Laurence Briand. Présente. Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Présente. Xavier Lequéré. Présent. Annabelle Garand. Présente. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Fillou. Jean-Yves Lebédé. Philippe Mandin. Bruno Misset. Présent. Bruno Denis. Sophie Douchin. Jean-Christophe Perriot. Présent. Sandrine Levouédec. Caroline Glon. Nathalie Hazard. Pascal Mabi. Sophie Massard. Nicolas Appert. Stéphane Burban. Karine Chalier. Sophie Peureux. Bertrand Plouvier. Anne-Laure Berry. Caroline Leroux. Présente. Dany Lamy. Présente. Luc Domeau. Présent. Jacques Renaud. Présent. Marina Marchais. Jean-Yves Gontier. Présent. Laetitia English. Et Anne Boyer. Présente. Merci. Écoutez, on est tous présents. Donc, je sollicite Madame Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance. Et je la remercie d'accepter. Voilà. Donc, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Donc, je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 24 septembre, qui a donné lieu à relecture préalable et à la prise en compte d'observations. J'imagine que tout le monde en a eu communication. Est-ce qu'il y a des observations en la matière? S'il n'y a pas d'observation, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Donc nous allons procéder à l'examen de 9 délibérations inscrites à l'ordre du jour. Et avant d'évoquer l'ensemble de ces délibérations, je vais vous faire un petit point sur l'ensemble des sujets qui me semblent être abordés ce soir. D'abord, je vais entamer encore ce conseil municipal par un point rapide sanitaire. Je pensais ne pas pouvoir le faire, mais malheureusement, les derniers résultats m'obligent à vous donner quelques informations supplémentaires. En effet, malgré une couverture vaccinale très élevée, maintenant la circulation du virus connaît à nouveau un regain d'activité, en particulier dans notre département, où le taux d'incidence de 67 est juste supérieur à celui du national qui est de 53. Il faut toutefois bien évidemment relativiser. Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé cette semaine, le territoire de Cap-Atlantique reste un des plus sains, en restant en zone verte, avec un taux d'incidence de 23. Donc 23 à mettre face au résultat de 53 au niveau national. En fait, la Loire-Atlantique, 8 communautés de communes sont en zone d'alerte, avec des taux d'incidence compris entre 53 et 113, dont à proximité la Carène, et puis l'agglomération aussi du Pays de Ré. Le seul territoire placé en zone rouge est celui de Châteaubriand-Derval, avec un taux d'incidence de 199. Pour l'instant, il n'y a donc rien d'alarmant. Il faut juste rester vigilant et bien sûr continuer à respecter les gestes barrières. Après 2 ans de crise, de situation de crise sanitaire, la situation s'est quand même grandement améliorée, notamment grâce à la vaccination massive. Pour le moins, nous devons de remercier une nouvelle fois les personnels soignants qui se sont vraiment donné du mal pour notre santé dans des conditions parfois difficiles. J'aurai l'occasion, au nom de tous les Baulois, de leur réitérer ces remerciements au cours d'une cérémonie qui aura lieu le jeudi 18 novembre prochain à la salle des Floraliers. Je sais que la santé n'est pas une compétence municipale et ne doit pas l'être. Néanmoins, en situation d'urgence, aucun président d'une collectivité territoriale, aucun maire ne peut rester inactif et se doit d'intervenir dans l'intérêt commun et dans la mesure, bien évidemment, de ses moyens. C'est dans cette logique de santé publique qu'avec Annabelle Garand et toute l'équipe municipale, nous avons agi dès notre arrivée dans cet hôtel de ville en juillet 2020. Nous avons donc agi dans le domaine de la santé, dans le respect de nos possibilités légales, appliquant sans cesse ce triptyque vertueux, anticiper, prévenir et agir. Nous avons ainsi été amenés à prendre rapidement des mesures fortes, comme par exemple l'obligation du port du masque sur l'ensemble de la commune. En cela, nous avons été très bien conseillés par le comité de veille et d'information sanitaire, une des premières structures
que nous avons mis en place. Je veux une nouvelle fois aussi remercier celle qui le préside, le docteur Elisabeth Hubert, et l'ensemble de ses membres. Grâce à eux, à leur expertise, puis aux chiffres indicateurs qu'ils nous ont fournis, nous avons pu prendre la mesure des choses, s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire et vous informer comme je le fais ce soir. C'est également grâce à eux que nous avons pu insister auprès de l'ARS pour pouvoir disposer de notre centre de vaccination au sein du complexe sportif Jean Gaillardon Les Salines. Ce vaccinodrome, comme certains le disent, a été une formidable réussite, nul ne le contestera. La barre des 100 000 injections a ainsi été dépassée et je crois que nous avons aussi des précisions sur le coût qu'on vous donnera tout à l'heure. Saluons le dévouement et l'abnégation de tous ceux qui ont contribué à cette réussite, les personnels soignants, les agents municipaux et tous les bénévoles. De la même façon, c'est de la compétence d'une municipalité d'intervenir avant que son territoire ne devienne un désert médical. C'était une promesse forte de campagne que nous sommes en train de tenir. Nous avons acheté début juillet la maison de santé de l'avenue du Bois d'Amour, qui était appelée à disparaître. Nous sommes dorénavant dans la phase administrative avec l'ARS et nous travaillons sur son redéploiement avec l'arrivée de nouveaux praticiens. Le sujet est complexe, mais nous sommes très optimistes quant à une finalisation en 2022. Donc, avec la couverture vaccinale optimum que nous connaissons, la situation semble revenir quand même, malgré les quelques alertes qu'on a eues ces derniers jours, revenir à la normalité, vers la normalité. Cela va nous permettre de nous retrouver de façon normale, comme on dit, lors de ces moments de rencontre qui rythment l'année. Ces moments de rencontre ne sont pas anodins, ils servent bien évidemment à resserrer les liens. Nous l'avons encore constaté le 6 octobre dernier, à l'occasion de la cérémonie de remerciement aux personnels municipaux, et je remercie tous mes collègues qui étaient présents. Au-delà de l'excellent travail que ceux-ci ont réalisé depuis 15 mois, il était important d'échanger autrement. Ainsi, le dimanche 9 janvier prochain, au Palais des Congrès et des Festivals Jacques Chirac Atlantia, nous aurons une première véritable cérémonie de vœux que nous n'avons pas connue depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités. Ce sera l'occasion d'une vraie rencontre entre l'intégralité du conseil municipal, majorité et minorité, et nos administrés beaulois. Nous proposerons ainsi et aussi dans ce même lieu à nos aînés, les jeudis 3 et vendredi, les jeudis 3, oui c'est ça, et vendredi, non, les jeudis 2 et vendredi 3 décembre, le repas de fin d'année auquel ils tiennent tant et dont ils étaient privés depuis 2 ans. J'en profite aussi pour vous annoncer une autre date importante, le samedi 20 novembre prochain, sera le jour officiel de la nouvelle dénomination de notre Palais des Congrès. Comme nous l'avons voté lors du conseil municipal du 24 septembre, Atlantia va devenir Palais des Congrès des Festivals Jacques Chirac Atlantia. Pour l'occasion, en présence de sa fille, Claude Chirac, très touché par cet hommage, une plaque sera apposée et une œuvre d'art sera dévoilée. Ce moment solennel vise à honorer bien sûr la mémoire de l'ancien président de la République en apportant un nouveau rayonnement à ce site d'exception de dimension nationale et avec une ambition internationale. Pour relancer la dynamique de tourisme d'affaires dans ce lieu, nous lui apportons ainsi un nom dont la notoriété dépasse nos frontières hexagonales. Enfin, au début de ce propos, je vous ai parlé de santé. Permettez-moi d'aborder celui du sport. Demain, samedi, aura lieu l'inauguration officielle des locaux du Sporting Tennis Club dans le quartier La Jarige, en présence du vice-président de la Fédération française de tennis. Il faut dire que la ville a investi 2,8 millions d'euros dans cette réhabilitation et le résultat est à la hauteur des attentes. Les infrastructures sont désormais fonctionnelles aux normes PMR et prennent en compte les enjeux environnementaux. Les 3 sports de balle, tennis, squash et padel, peuvent dorénavant être pratiqués sur ce lieu. Cet investissement vise aussi à redonner une dynamique sportive à ce club, à l'amener à une parfaite autonomie d'ici 2 ans. Autre rendez-vous sportif, le dimanche 14 novembre, sur le marché central, avec notre navigateur beaulois Sébastien Rogue. Ce sera également une prouesse technique. Celui-ci sera en effet en direct sur le Multi 50 Primonial, en plein milieu de l'océan Atlantique, proche de l'équateur normalement, si tout se passe bien, en pleine course de la Transat Jacques Vabre. Retransmis en direct sur un grand écran de 8 mètres carrés, nous aurons la possibilité, durant une petite demi-heure, de poser des questions à Sébastien sur sa course, les conditions de vie à bord, ses émotions, etc. avec la population beauloise. Ce rendez-vous est une première, il sera aussi l'occasion d'appuyer sur la relation bien évidemment forte
entre notre ville et la voile. Enfin, je voulais vous faire un petit bilan quand même touristique, parce que parfois on s'arrête un peu trop tôt pour faire les bilans. On fait ça fin août, et cette année particulièrement, l'après-saison a été importante, et d'autant plus que nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Malgré les craintes des professionnels, l'arrière-saison touristique a connu un rebondissement inattendu. La fréquentation a été nettement supérieure à celle de l'année passée, avec l'installation de cet été indien, dont on profite encore un peu, et une situation sanitaire plus stable. Les réservations de dernière minute ont explosé. Malmenés pendant l'été, les campings de notre territoire sont eux aussi plutôt bien sortis depuis septembre. Ce regain est dû principalement aux seniors, sans doute rassurés par la mise en place des mesures sanitaires, mais aussi au retour de la clientèle internationale. En parallèle, nous assistons à une reprise certes lente du tourisme d'affaires. À ce titre, j'ai été ravi hier d'annoncer l'arrivée de la 5G sur notre territoire, atout supplémentaire pour ce secteur et pour notre ville. Par contre, la fréquentation des restaurants est inférieure à celle de 2020 pour l'instant, sur cette période. Contrairement aux autres professionnels, les restaurateurs continuent quand même à subir les effets des règles sanitaires. Autre raison, c'est une baisse certaine d'activité, la poursuite du télétravail qui engendre aussi moins de fréquentation à l'heure du déjeuner. C'est un constat qu'on voit avec l'ensemble des professionnels. Globalement, sur l'ensemble de la filière tourisme, les résultats et le chiffre d'affaires engendrés en 2021 ont redonné espoir pour l'avenir. Cette saison et cette arrière-saison auront dissipé les doutes de nos professionnels. Seule inquiétude, la difficulté croissante à trouver du personnel. Cela notamment oblige certains professionnels à fermer des chambres d'hôtel et à refuser des tables au restaurant. Comme le dit fataliste un restaurateur, nous n'avons pas manqué de clientèle, mais de bras. Nous y travaillons au niveau régional, en mettant notamment en place un soutien aux entreprises qui s'engagent dans une démarche de tutorat en recrutant des demandeurs d'emploi pour les former. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs. Donc, nous avons 9 délibérations et je vous propose d'aborder immédiatement la première, qui est une décision modificative, numéro 2, au budget principal. Et je donne la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Deuxième décision modificative donc, par rapport au budget principal. Cette décision modificative comprend des ajustements sur le budget principal pour un montant de 400 000 €. Donc en réalité, on fait une réduction sur le chapitre 11, qui sont les charges à caractère général pour 338 000 €, et on fait une réduction des dépenses de 62 000 € sur le chapitre 65, qui sont les autres charges de gestion. Avec cette économie de 400 000 €, on va augmenter le chapitre 12, sont donc les dépenses de personnel, afin de pouvoir faire face à l'augmentation de la masse salariale due principalement au centre de vaccination. Alors, au niveau du budget, c'est totalement neutre, mais en réalité, cette augmentation donc, de charges salariales va nous être remboursée par l'ARS, puisqu'elle a surtout porté sur le centre de vaccination, et on touchera environ 400 000 € de recettes supplémentaires. Donc finalement, en fait, on va obtenir une recette supplémentaire de 400 000 au niveau du fonctionnement. Au niveau des dépenses d'investissement, on a donc pour 532 000 de réajustement, ce qui nous permet aussi d'avoir un résultat neutre. On a donc un certain nombre de lignes budgétaires qu'on supprime et par contre, on recrée un certain nombre de dépenses, en l'occurrence pour la participation au capital d'Atlantia, qui a été votée de 230 000 €, pour 100 000 € de travaux de construction supplémentaires au Sporting Club, comme annoncé par Monsieur le maire, et donc un certain nombre après de petites modifications sur des lignes diverses. Cette délibération a été étudiée pendant la commission des finances qui s'est tenue le 14 octobre et nous avons eu donc un avis favorable. Je vous rends la parole, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Gontier. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. En effet,
Comme vous le dites, nous avons travaillé ensemble lors de la dernière commission des finances sur ce projet de délibération. Et je voulais néanmoins revenir sur 2 points qui préoccupaient mon groupe, notamment la question du sporting. Tout d'abord, nous l'avions évoqué ensemble, sujet préoccupant, et ce serait bien qu'une prise de conscience arrive concernant le sporting, puisque nous renflouons chaque année les caisses, mais sans vision d'ensemble et sans plan pluriannuel de financement surtout. Et donc il serait bon que des engagements fermes soient pris et tenus à ce sujet à l'avenir. Ça, c'est le premier point pour nous donner de la visibilité. Et le deuxième point, et on reviendra sans doute en questions diverses sur un autre sujet sur le sporting, mais qui n'a pas trait aux finances à part entière. Et deuxième point, c'est la question, effectivement, de cette décision délibération modificative numéro 2, qui certes est neutre au niveau global et qui n'a pas d'impact sur l'équilibre budgétaire du budget principal. Néanmoins, la réaffectation qui est faite suite à des économies qui ont été réalisées cette année vers d'autres chapitres du budget, notamment le chapitre 12, quand bien même elle serait compensée par une dotation de l'ARS, n'exclut pas que par ailleurs, il y a quand même eu l'année dernière une augmentation générale des dépenses de personnel, une augmentation de la masse salariale et un certain nombre d'autres dépenses. Donc, pour cette raison et cette préoccupation, notre groupe d'opposition va s'abstenir sur cette délibération. Et je voulais vous poser la question suivante, c'est par rapport à cette augmentation des dépenses générales, va-t-elle se prolonger dans les années à venir? Et si oui, est-ce que vous savez selon quelle variabilité? Et comment allez-vous surtout la financer dans les exercices à venir? Merci. Merci, M. Gontier. Alors, je laisse la parole à M. Dupuis. Merci. Donc, je vais vous répondre point par point. Alors, effectivement, au niveau du sporting, il y a eu un certain nombre de modifications par rapport aux travaux qui étaient prévus, qui nous ont obligés, par les ajustements demandés, à provisionner 100 000 € de plus, qui correspond au chiffre que Monsieur le maire nous a indiqué de 2,8 millions. Au niveau de l'association, donc Tennis Club de la Baule, premièrement, par rapport à la mise à disposition de cet équipement, on avait réduit à l'époque la subvention qui était de l'ordre de 90 000 € l'année d'avant et on l'avait ramenée à 35 000 € en leur demandant, compte tenu du fait de la mise à disposition des nouveaux équipements, qui pour nous sont susceptibles de générer des recettes, de bien vouloir noter et acter que la mairie se donnait 2 ans pour faire disparaître la subvention. Donc, au contraire de ce que vous pensez, c'est un endroit où on a décidé de faire une bonne gestion et de faire en sorte que la mairie n'ait plus à supporter un déficit d'exploitation fait par l'association de la Baule Tennis Club. Au niveau de la décision modificative, je trouve que vous êtes dur parce que finalement, en économisant 400 000 € sur les dépenses de fonctionnement, on fait une bonne gestion puisque les 400 000 qu'on réaffecte sur le chapitre salaire vont être intégralement compensés par l'ARS, ce qui veut dire que par rapport au budget modificatif qui a été voté en juin, où on avait augmenté le chapitre 11 de 850 000, comme on enlève 400 000, on a diminué notre prévision de dépenses de 400 000 €. Donc honnêtement, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas voter cette délibération qui va dans le bon sens. Par rapport à l'ensemble de la modification des frais, on a décidé d'être très strict sur le budget 2022 et le montant des masses ne dépassera pas 1,5% par poste. Ce qui s'équilibre puisque la modification naturelle des bases de l'impôt qu'on perçoit est d'environ 1,5%. Voilà, je pense vous avoir répondu à chacune de vos questions et j'espère que je vous ferai changer de décision sur le fait de vous abstenir. Merci, Monsieur Gontier. Merci, M. Dupuis. Je ne connais pas le pouvoir de conviction, M. Dupuis. Madame Boyer. Merci.
Moi, je voulais juste intervenir sur un point qui nous avait préoccupé lors de la commission finances, qui était le coût final du Sporting, enfin du bâtiment du Sporting. Bon, nous sommes obligés d'assumer les travaux qui ont été entrepris dans le précédent municipe. J'en parle d'autant mieux que le groupe auquel j'appartenais à l'époque avait voté contre cette construction telle qu'elle était, parce que ça nous semblait un coût faramineux. Ce que je voulais dire, c'est que j'espère que au final, on va le voir demain, c'est un très très beau bâtiment, que nous espérons aussi qu'effectivement l'association en fasse bon usage, ce qui n'est pas... sur lequel on peut quelquefois avoir des points d'interrogation. J'ai entendu dire, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'adhérents du Sporting qui finalement partaient ailleurs, ce qui est quand même très inquiétant quand on a à sa disposition un bel instrument comme ça. Mais simplement, je pense qu'il faut que les Bauloises et les Baulois prennent conscience du coût de l'investissement dans ce bâtiment, qui au final, j'espère, sera un très beau bâtiment, mais qui coûte extrêmement cher tout de même. Et donc, il faut qu'on en prenne soin. Il faut, voilà. Quelquefois, on ne se rend pas compte, quand on est un habitant X ou une habitante X dans une commune, le coût qui revient à la commune sur ce genre de travaux, même si on se dit il faut, pour avoir une vitrine internationale, pour notre tennis à la Baule, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais il faut quand même mettre en balance le coût d'investissement dans le bâtiment. Bien sûr. Merci, Madame Boyer. Je peux me permettre juste oui, un bien petit sûr. point. Monsieur Dupuis. Une chose est sûre, il ne faut pas oublier que à partir du moment où c'est une association qui gère quelque chose, la mairie n'a pas la compétence de s'ingérer dans. Par contre, elle a le droit de demander des comptes et en fonction des comptes, de modifier sa position vis-à-vis de cette association, en allant même jusqu'à, si nécessaire, ne plus donner de subvention ou récupérer son bien et le mettre éventuellement sur le marché sous forme d'une SPL ou toute autre possibilité. Mais on est très vigilant. Merci. Merci, Monsieur Dupuis. Madame Gontich. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Madame Anne Boyer et par vous-même, Monsieur Dupuis, vous indiquez qu'effectivement, on n'a pas de devoir d'ingérence dans les comptes de l'association, mais vous avez quand même indiqué qu'on pouvait avoir communication de ceci, parce que la difficulté, c'est effectivement de subventionner une association dont on ne connaît in fine pas très bien l'utilisation de ses fonds. Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce que les comptes du Sporting vous ont été communiqués? Est-ce que vous avez pu y avoir accès? Absolument. On a eu effectivement, par l'intermédiaire d'un cabinet un cabinet comptable, pardon, pas d'avocat, mais éventuellement, on pourrait le faire valider par un avocat. Non, on a eu des comptes, effectivement. Et ça nous permet, effectivement, de nous poser des questions. Mais à l'origine, il était évident qu'on avait fait un prévisionnel et qu'on estimait que le fait de pouvoir mettre à disposition les 3 raquettes, c'est-à-dire à la fois le squash, le paddle et le tennis, plus une restauration, devait permettre, et c'est ce qu'on nous avait promis, une meilleure gestion et pouvoir se passer de la subvention de la mairie à court terme. Merci. Merci, Monsieur Dupuis. Et puis, au-delà de la vigilance qu'on va porter à la gestion de ce club, on réfléchit aussi sur le statut juridique de ce club. On évoquera ça ensemble s'il y a des changements à apporter, mais avec à la fois notre nouvelle directrice juridique et la directrice générale des services, nous réfléchissons à ça et on verra s'il y a une opportunité de changement. Bien évidemment, ça sera évoqué en conseil municipal. Je vous propose de mettre aux voix, s'il n'y a pas d'autres observations, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Le groupe s'abstient. Et écoutez, la délibération est adoptée. Alors, nous allons passer à la délibération numéro 2 et on m'alerte que nous sommes toujours dans des dispositions sanitaires. Et donc, pour ceux qui ne parlent pas, je demande bien évidemment de conserver le masque parce qu'il n'y a pas eu de contrôle du pass sanitaire à l'entrée. Donc, par contre, ceux qui parlent, bien évidemment, on peut leur demander de retirer parce que sinon, on a des problèmes de communication. Voilà, donc délibération numéro 2, l'autorisation à signer le marché des travaux de rénovation des tribunes et façades du stade François-André. Donc nous passons du tennis au cheval. Et je laisse la parole à Monsieur Dupuis.
Merci, Monsieur le maire. Donc, une consultation concernant les travaux de rénovation des tribunes et façades du stade François-André à La Baule ont été initiés le 22 juillet 2021. Je vous propose de signer les lots du marché avec les entreprises indiquées dans la délibération, en sachant qu'on avait 6 lots, un lot d'étanchéité, un lot de serrurerie, un lot de bardage, un lot de gros œuvres, un lot de peinture, un lot d'électricité. Le lot numéro 4, le gros œuvre, n'a pas trouvé preneur. Donc, il a été décidé que c'est les services de la mairie qui feraient le nécessaire au niveau des travaux et qui feraient donc la pose ça doit être du béton. Voilà, on va bétonner à cet endroit-là. Donc, je vous propose de voter cette attribution de marché pour un total de 615 511 TTC. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Une belle tranche de rénovation pour le stade François-André. Qui en a besoin, il faut le faire au fur et à mesure, parce que... Est-ce qu'il y a des observations en la matière? S'il n'y a pas d'observation, je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante, c'est l'établissement d'une convention de portage foncier et de mise à disposition par l'EPF de Loire-Atlantique au profit de la commune suite à la préemption du terrain cadastré CY98 avenue du Ménigot. Je laisse la parole à Madame Rival. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle que le 31/12/2020, l'État a prononcé une mise en carence à l'égard de la commune au motif qu'elle avait insuffisamment satisfait aux obligations de production de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019. Cette mesure a notoirement pour effet le transfert du droit de préemption urbain à l'État. Dans ce contexte, l'État s'est intéressé à une déclaration d'intention d'aliéner portant sur le terrain cadastré CY98 d'une superficie de 1040 m², situé avenue du Ménigot, vendu au prix de 150 000 € en vue de réaliser un programme d'habitat locatif social. Ce terrain, classé en zone UB du plan local d'urbanisme, permet la réalisation d'un programme d'environ 650 m² de surface planchée, soit environ 10 logements, selon l'étude capacitaire réalisée par le bailleur Habitat 44. Par arrêté préfectoral du 13 juillet 2021, l'État a lui-même délégué ponctuellement ce droit de préemption auprès de l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, signataire d'un arrêté de préemption le 15 juillet courant. Au titre de son intervention sur l'axe développement de l'offre des logements, l'EPF procède à l'acquisition du dit terrain et assure le portage foncier pendant 5 ans. Nous avons reçu aujourd'hui un courrier comme quoi l'EPF avait signé à l'unanimité cette acquisition le 25 octobre. Au terme de cette période, la commune reversera à l'EPF le prix de rétrocession comprenant les frais notariés pour un montant global de 153 000 €, sachant que cette dépense est éligible au titre des dépenses déductibles des pénalités SRU. Préalablement à la signature de l'acte de vente notariée, il est nécessaire de contractualiser une convention d'action foncière avec l'EPF, ainsi qu'une mise à disposition du terrain au profit de la commune chargée de réaliser le programme de logements sociaux en collaboration avec la société HLM Habitat 44. Je voudrais vous dire aussi que pourquoi on a ciblé un peu sur HLM Habitat 44, puisque vous savez qu'ils doivent nous faire la rénovation de la cité du Rocher. Et nous avons eu hier aussi une information comme quoi ils étaient à travailler sur le cahier des charges pour la rénovation urbaine des bâtiments et avec un architecte urbaniste et qui reviendront vers la commune de La Baule pour nous expliquer ce qu'ils allaient nous proposer. Voilà, monsieur le maire, donc je vous laisse la fin de la délibération. Merci. Merci beaucoup. Oui, on continue à faire des efforts importants quant au logement accessible. Mais on a toujours, bien sûr, la sanction de l'État. Est-ce qu'il y a des questions, des observations particulières sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération suivante, c'est la rétrocession au profit de M. André Dupont de la parcelle BR 269-69, avenue des Améthystes. Et je laisse la parole à Mme Rival. Merci. Le permis de construire délivré à M. André Dupont le 26 avril 1984 pour la construction de son habitation au numéro 9 de l'avenue des Améthystes lui faisait l'obligation de céder gratuitement à la commune une bande de terrain prévue pour l'élargissement de la voie. Plusieurs dizaines d'années plus tard, la servitude d'élargissement n'existe plus et le choix de la réalisation d'aménagements de voirie, notamment à effet de créer du stationnement, s'est davantage porté sur des emprises situées en façade sud de l'avenue des Améthystes. Monsieur Dupont ayant pour objet de refaire sa clôture, dans l'alignement, de fait avec le trottoir, il sollicite le rachat de l'emprise communale dont la ville n'a pas usage. Je vous propose par conséquent d'approuver la rétrocession au profit de Monsieur Dupont de la parcelle BR 265 d'une superficie totale de 56 mètres carrés afin de ne pas le bloquer dans la réalisation de son projet. Cette cession interviendra au prix d'un euro symbolique, frais d'acte à la charge de la commune. La cession intervenue en 1987 au profit de la ville, l'ayant été sous le régime des cessions gratuite. Donc il y a eu un avis favorable de la commission Habitat, Urbanisme à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. C'est des surfaces moins importantes. Donc je ne sais pas s'il y a des observations particulières. S'il n'y en a pas, je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération suivante, c'est la régularisation d'un alignement individuel au droit de propriété 6-4 avenue de la Lieutenante. Et je laisse la parole à Mme Rival. Nous allons avoir des belles clôtures. Merci, monsieur le maire. Régularisation d'un alignement individuel au droit de la propriété 6-4 avenue de la Lieutenante. Ayant pour projet la réfection de leur clôture sur rue, monsieur et madame Desbrosses requièrent la régularisation par la commune de l'emplacement réservé numéro 9N qui grève leur propriété située 4 avenue de la Lieutenante, secteur de Bellon. L'emprise concernée, d'une superficie avoisinant les 20 mètres carrés, sera détachée du terrain bâti de monsieur et madame Desbrosses en vue de porter à 10 mètres la largeur de l'avenue de la Lieutenante et permettre ainsi la création de trottoirs pour en sécuriser les abords. S'agissant d'une acquisition s'opérant au titre de travaux de voirie et en accord avec les propriétaires concernés, l'acquisition de cette emprise foncière s'opère au prix de 12 € le mètre carré. Je vous propose d'acquérir et de classer dans le domaine public une emprise de voirie d'environ 20 mètres carrés à détacher de la parcelle CR 110 correspondant à la propriété Desbrosses, 6-4 avenue de la Lieutenante, selon toutes les conditions énoncées. Je vous remercie. Merci. Pareil, c'est pour une petite surface. Est-ce qu'il y a des observations particulières? S'il n'y a pas d'observation particulière, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération suivante, c'en est deux, toujours sur des projets de logement accessibles. La garantie d'emprunt à CISN, résidence locative, acquisition en VFA de logements sociaux. Et c'est l'opération Kerriveau. Et je laisse la parole à Monsieur Dupuis. Merci, monsieur le maire. La société CISN, résidence locative, sollicite la garantie de la ville pour un emprunt comprenant 5 lignes de prêt d'un montant de 548 959 qu'elle souhaite contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA de 6 logements locatifs de l'opération Kerriveau située 5 route de Kerriveau. La garantie d'emprunt aux bailleurs sociaux peut être accordée à hauteur de 100% du montant de l'emprunt. J'ajoute que ces logements répondent aux critères des logements locatifs sociaux éligibles à l'article 55 de la loi SRU en vigueur à ce jour. Il vous est donc proposé d'accorder à la CISN résidence locative la garantie d'emprunt demandée à hauteur de 100%, soit 548 959 €. Merci, monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations sur cette garantie d'emprunt, ce projet à Kerriveau?
S'il n'y a pas d'observation particulière, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Excusez-moi. La délibération est adoptée. Alors, même sujet, mais pas pour la même opération. Délibération concernant la garantie d'emprunt à CISN pour les résidences locatives acquisition en VFA de logements sur l'opération Bois-Robin. Je laisse la parole à Monsieur Dupuis. Merci, Monsieur le maire. On y retourne. La société CISN Résidence Locative sollicite la garantie de la ville pour un emprunt constitué de 5 lignes de prêt pour un montant de 1 60 569 €, qu'elle souhaite contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA. Alors VFA, c'est vente en l'état futur d'achèvement de 11 logements locatifs, soit l'opération Bois-Robin, située 16 avenue Jean Soyer. La garantie d'emprunt aux bailleurs sociaux peut être accordée à hauteur de 100%. J'ajoute que ces logements répondent aux critères des logements locatifs sociaux éligibles à l'article 55 de la loi SRU en vigueur ce jour. Il vous est donc proposé d'accorder à la CISN Résidence Locative la garantie d'emprunt demandée, soit une garantie d'1 60 569. Je me permets d'ajouter que tout ça, finalement, malgré tout, on est carencé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous demande de garantir. À titre d'information, le 8-10, on avait un encours de garantie pour les logements sociaux de 40 769 000. On a eu l'occasion d'en parler donc, en commission des finances. Et je ne vois vraiment pas, à partir du moment où on achète des terrains, on se les fait prendre, on les donne, on donne la garantie d'emprunt, et finalement, on est carencé non plus à 25%, mais à 30%. Voilà, je suis peiné. Donc, de porter ce genre de décision. Je pense que vous n'êtes pas le seul. Voilà, merci, monsieur. Injustice de cette loi. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Boyer. Je partage la peine de Jean-Philippe Dupuis, évidemment, et d'autant que la loi SRU est assez pernicieuse, puisque au fur et à mesure qu'on construit des logements résidence principale, le pourcentage, finalement, augmente toujours. Donc, on a l'impression qu'on investit et qu'on n'y arrivera jamais. Donc, c'est vrai qu'il est très, très urgent d'essayer de trouver une solution à améliorer cette loi SRU, qui a eu beaucoup de mérite, hein, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que ça a fait prendre conscience du besoin de logement. Mais maintenant... c'est un puits sans fond et on n'y arrivera jamais. Merci. En tout cas, la ministre actuelle n'a pas l'air disposée à vouloir modifier les choses. Elle a même plutôt amplifié les injustices en la matière. Est-ce qu'il y a des observations supplémentaires? Écoutez, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante. C'est la présentation des rapports annuels de Cap Atlantique concernant la gestion de l'eau et de l'assainissement et la gestion des déchets. Donc, c'est une démarche obligatoire qu'on essaye de faire de façon plus pédagogique possible. Et donc, je vais remercier Annabelle Garand parce que, du même coup, on va vous projeter un petit film qui est un film qui a été réalisé par Cap Atlantique qui vous permet, en quelques minutes, de pouvoir prendre conscience des enjeux à la fois de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Je laisse la parole à Annabelle. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, c'est une petite délibération, mais qui n'est pas simple en fait à vous présenter ce soir, parce que les éléments des deux rapports qui nous ont été soumis par Cap Atlantique sont très riches. Donc comme vous le savez peut-être lors du dernier conseil communautaire du 23 septembre, je me crois déjà à Noël, Cap Atlantique a adopté le rapport annuel relatif donc au prix et à la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement et des déchets, ceci faisant donc l'objet d'un transfert de compétences. Le Code général des collectivités territoriales dispose que le maire a l'obligation de présenter au conseil municipal les rapports annuels reçus de l'EPCI et relatifs aux services rendus, et ce, dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice concerné. Donc, sachant, donc, comme je le disais en préambule, que le rapport sur la gestion de l'eau fait près de 150 pages, celui de la gestion des déchets avoisine 50 pages, Cap Atlantique nous a fait deux beaux films qui sont très pédagogiques, mais qui durent chacun environ 15 minutes.
Comme nous ne souhaitons pas allonger de manière déraisonnable la durée de ce conseil, je remercie le service de communication qui nous a fait une petite synthèse qui dure environ 2 minutes pour vous présenter certains éléments. Pour celles et ceux qui seraient plus curieux et qui seront avides de chiffres, je vous invite à consulter l'intégralité des rapports qui seront disponibles sur le site de la Baule.fr. Merci. Donc je crois qu'on lance le film. Les abonnés. Plus de 7 400 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 6 400 000 m3 ont été facturés. En 2020, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de Cap-Atlantique d'environ 1,2% par rapport à 2019. En 10 ans, le nombre d'usagers en eau potable a augmenté de près de 14%. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2019 et 2020, on constate une légère augmentation de la consommation unitaire après plusieurs années de baisse. Cette tendance restera à vérifier pour les années à venir. La consommation unitaire moyenne constatée pour le territoire de Cap-Atlantique s'établit à environ 71 m3 par an et par foyer. Ce chiffre prend en compte les résidences secondaires dont la consommation est inférieure aux résidences principales. Le prix de l'eau et de l'assainissement. En 2020, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 591,99 €, soit 4,93 € par mètre cube, répartie en 1,960 € pour l'eau potable et 2,973 € pour l'assainissement collectif. En 2019, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient légèrement supérieurs, soit 4,94 € par mètre cube. Le prix global en 2020 est en légère baisse par rapport à celui de 2019. Cette baisse prend en compte une augmentation du tarif de l'eau potable et une légère baisse du tarif de l'assainissement. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC, taxes publiques incluses. Ces taxes représentent 57,78 € TTC pour 120 m3, soit environ 0,48 € par mètre cube. Sur 10 ans, l'évolution du prix de l'eau est contenue. Les chiffres 2020. En 2020, 111 552 tonnes de déchets ont été collectées et traitées, soit plus 3,10% par rapport à 2019. Cela représente 1506 kg par habitant et par an. Dans le détail, les ordures ménagères ont diminué de 0,9%. Les déchets recyclables ont augmenté de 4,3%. Les gravats ont diminué de 10,4%. Le tout venant a augmenté de 0,9%. Les déchets verts ont augmenté de 14,9%. Les autres déchets, issus des déchetteries, ont augmenté de 5,2%. Par rapport à 2010, le tonnage des déchets collectés et traités a augmenté de 34,2%, en lien principalement avec l'augmentation des tonnages collectés en déchetterie. La collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles. En 2020, 23 186 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées en porte-à-porte et en apport volontaire au sein des 15 communes du territoire, soit une diminution de 0,9% par rapport à 2019 et de 17% par rapport à 2010. Les 23 186 tonnes représentent 313 kg par habitant en 2020. Le coût global de gestion des ordures ménagères résiduelles, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 271 € par tonne ou 85 € par habitant. La collecte et le traitement des déchets recyclables. En 2020, 11 694 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en porte-à-porte et en apport volontaire sur le territoire de Cap-Atlantique, soit une augmentation de 4,3% par rapport à 2019 et de 26,1% par rapport à 2010. Les 11 694 tonnes représentent 157,9 kg par habitant en 2020. Les tonnages de déchets recyclables, hors carton, sont répartis de la façon suivante. 4 861 tonnes d'emballage léger et de papier, soit plus 3,6% par rapport à 2019. 6 487 tonnes de verre, soit plus 5% par rapport à 2019. Le coût global de gestion des emballages, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 238 € par tonne ou 15,73 € par habitant.
Le coût global de gestion pour le verre, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 55 € par tonne ou de 4,41 € par habitant. La collecte et le traitement des déchets issus des déchetteries. En 2020, 61 420 tonnes ont été collectées dans les 9 déchetteries de Cap-Atlantique, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2019. Les 61 420 tonnes représentent 308 kg par habitant en 2020, sans compter les déchets verts, 471 kg, et les gravats, 169 kg. Le coût global de gestion des déchets en déchetterie, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 101 € par tonne ou 76,02 € par habitant. Merci beaucoup. Quelques chiffres. Mais au moins une prise de conscience de l'importance de l'assainissement et de la gestion de l'eau. L'assainissement pour ceux qui sont bien évidemment dans l'assainissement collectif, ce qui n'est pas le cas de tous les Baulois encore aujourd'hui. Écoutez, il y a juste à prendre acte de ces rapports. Oui, Madame Marchais, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Évidemment, on n'a pas à voter, on va prendre acte aujourd'hui, mais il me tient à cœur d'intervenir au risque d'être un peu redondante. On a vu des mètres cubes, on a vu des tonnes, et comme ça, c'est vrai que c'était très coloré. Voilà, donc j'ai la chance de participer au sein de Cap-Atlantique à la GSU, la gestion des services urbains, avec Annabelle Garand et Xavier Lequéré. Et j'ai lu les rapports qui étaient annexés, donc je souhaite souligner leur qualité. Ça vaut quand même le coup d'y jeter un petit coup d'œil. Donc là, on a eu un petit résumé. Je souhaiterais, moi, ce soir, m'adresser donc à vous tous et puis surtout aux personnes qui nous écoutent. Les déchets, les déchets non valorisables représentent 21% seulement des volumes au niveau de Cap-Atlantique, mais ils représentent 38% des charges. Et ça va considérablement augmenter dans les années à venir. La TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes, va considérablement augmenter. Aujourd'hui, sur ce rapport 2020, il est à 18 € la tonne. Elle va passer en 2025 à 65 € la tonne. Cette taxe, elle s'appuie sur le principe du pollueur-payeur et elle s'applique aux déchets non triés, c'est-à-dire nos ordures ménagères, mais aussi le tout venant au niveau des déchetteries. Et son augmentation amènera mécaniquement à une hausse de la tonne, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Parce qu'il faudra bien équilibrer le budget. Le seul moyen d'atténuer les répercussions des hausses successives de cette taxe, la TGAP, c'est de réduire nos volumes. Ça passe par nos efforts individuels, éviter les déchets à la source quand on fait nos achats, poursuivre nos efforts et les intensifier au niveau du tri sélectif, parce que vous verrez dans le rapport, ou vous l'avez vu, qu'il y a encore dans le tout venant pas mal de choses qui pourraient être recyclées. Il faut aussi faire des dépôts au niveau des recycleries et puis bien sûr réparer quand c'est possible. Et puis une petite chose qui nous est offerte par Cap-Atlantique, c'est le composteur qu'on peut être équipé gratuitement. Pour le moment, c'est au pôle déchets à Herbignac, du lundi au vendredi. Mais avec nos collègues de la Baule, on est d'accord pour œuvrer pour qu'on puisse avoir des dépôts dans les municipalités pour être auprès des demandes. On met beaucoup de choses non polluantes dans un composteur et c'est vraiment un bon moyen également de réduire nos déchets. Une petite intervention rapide, je me permets, sur les mégotiers, qui bien sûr n'apparaissent pas. Alors je ne sais pas s'ils apparaîtront dans ce document l'année prochaine, mais bon, ils ne peuvent pas y apparaître puisque c'est le rapport 2020 et ils ont été implantés sur le territoire en 2021. On a la chance, nous, à la Baule, d'en avoir un, avenue Olivier Guichard. Le second est à Saint-Molf. Les mégots, je me permets de reprendre les paroles d'Annabelle Garand. Un mégot dans la nature, c'est 500 litres d'eau polluée, mais en déchetterie, enfoui, c'est la même chose. Donc, on a la chance de l'avoir à la Baule. Il faut vraiment se mobiliser sur ce genre de déchets. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, mon propos, il se résume juste à insister sur l'urgence et la nécessité de réduire nos déchets. Et ça passe par des efforts individuels que la mairie et Cap-Atlantique ne pourront pas supporter. Il faut vraiment qu'on avance individuellement tous là-dessus et qu'on
mobilise et il faut convaincre autour de nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marchais. Je vais laisser Annabelle Garand répondre. Merci Marina, effectivement je partage pleinement votre analyse et surtout la nécessité que tout le monde s'y mette individuellement pour que nous y arrivons collectivement. À ce titre, comme vous le savez, la GSU a mis en place un groupe de travail pour justement que les élus référents trouvent des solutions pour améliorer la sensibilisation et la communication, notamment sur la production des déchets et leur diminution à la source. Et pour revenir sur les mégotiers, effectivement, nous avons la chance d'avoir un des premiers points d'apport volontaires sur notre commune. On a des récoltes avec des... Alors, on n'est pas sur des tonnages, fort heureusement, mais on a des grandes quantités. Et j'ai rencontré... donc, je continue l'action auprès de Cap Atlantique avec la société Mégo. On essaye de mettre en place une opération de sensibilisation auprès des professionnels. Après, l'idée étant aussi que chaque individu puisse bientôt, quand on aura la possibilité d'équiper différents sites de points d'apport volontaires, ramener ces mégots pour qu'ils soient triés à même titre que le verre ou le carton. J'en profite pour souligner également une initiative municipale, je pense qu'on en avait déjà parlé. Depuis juillet 2021, nous avons mis à disposition dans les différents ERP des bacs, enfin c'est plutôt des cartons pour collecter les masques chirurgicaux que nous avons tous évidemment trop souvent sur le nez. Il faut savoir que du coup, l'objectif est de cumuler une récolte d'environ pratiquement 30 000 masques. Ces masques sont ensuite acheminés en Anjou où ils sont recyclés en billes plastiques. Voilà. Et là encore, les masques, on en retrouve aussi beaucoup trop dans les rues. Et c'est un déchet qu'on n'ose pas en plus ramasser, nous, à titre individuel, pour le remettre dans une poubelle, parce que du coup, on sait que potentiellement, effectivement, ça peut être contaminant. Mais je vous rejoins sur toutes vos remarques. Merci. Merci beaucoup. Et vous avez raison aussi d'inciter les gens, quand ils le peuvent, à monter leur composteur. Bon, même si ça prend de la place. Un petit peu quand même, donc il faut avoir un peu de place. Et puis avoir la capacité, il faut avoir un jardin déjà, et avoir la capacité de pouvoir le monter. Je l'ai fait, je sais ce qu'il en est. Alors, écoutez, d'abord il y avait juste à prendre acte, je ne sais pas s'il y a d'autres observations en la matière, mais je crois qu'on va tous dans le même sens, pour optimiser la gestion de nos déchets et aussi la gestion de l'eau, qui est un enjeu majeur. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est le tableau des effectifs, et je vais laisser la parole à Monsieur Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Pour information, donc tableau des effectifs, pour le personnel titulaire, création d'un poste d'agent de maîtrise, et pour le personnel titulaire, suppression d'un poste d'ingénieur général. Merci, Monsieur le maire. Merci. La bonne gestion, parce que là, je pense que la minorité va nous approuver, parce qu'on enlève un poste même cher et on le remplace par un poste nettement moins cher. Bonne gestion. Il est dans une journée de conviction. J'essaie. Je vous propose, est-ce qu'il y a des observations particulières? L'avantage d'un conseil municipal tous les mois, c'est que c'est un conseil municipal qui est fait avec les dossiers et dans un temps imparti qui est un temps normal. Est-ce qu'il y a des observations particulières sur ce tableau des effectifs? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Et je propose maintenant de passer aux questions diverses. Est-ce qu'il y a une demande de parole? Oui, Madame Lamy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bon, j'ai été très heureuse parce que vous avez répondu en partie à mes questions dans votre préambule. Effectivement, de nombreux Beaulois s'inquiètent de savoir où en sont les développements de la maison de santé, étant donné qu'un certain nombre de médecins ont dès à présent prévenu que, remplaçants ou pas, ils arrêteraient leur activité et que de nombreux Beaulois sont en peine de savoir s'ils trouveront un médecin traitant référent. Donc ça, c'était la question. Peut-être vous pourrez nous donner quelques détails. Et enfin, je vous remercie d'avoir fait le point sur la situation sanitaire qui est, somme toute, plutôt rassurante pour nous à la Baule. Voilà, merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Lamy. Annabelle Garand, peut-être répondre.
Bonsoir Dany. Alors effectivement, donc, en ce qui concerne la maison de santé, nous savons qu'elle est très attendue par les Baulois, mais on ne peut pas griller les étapes malheureusement. Comme vous le savez, donc, nous avons pu acquérir la maison du Bois d'Amour. Une fois qu'on avait fait cette acquisition, on avait trois possibilités qui s'offraient à nous, et c'est des possibilités que nous avons d'ailleurs débattues dans le groupe de travail que nous avons créé, spécifique pour ça, entre élus, et il y a du coup Marina qui, je crois, représente votre groupe, c'est le groupe de travail enjeux de santé. Les possibilités qui s'offraient à nous, c'était premièrement, on se remettait bailleur, et on offrait les locaux aux premiers venus, parce que finalement, la question subsidiaire, c'était qui sommes-nous, nous élus, pour dire tel docteur peut venir, tel professionnel de santé peut venir. C'était très compliqué et nous avons estimé que nous sortions de notre champ de compétences. Donc cette option-là, nous ne l'avons pas retenue. La deuxième option, c'était faire appel à un organisme, une société privée qui fleurissent et qui nous ont beaucoup contactés, n'est-ce pas Jean-Philippe, pour du coup remettre les clés de la maison de santé à ces organismes qui auraient pu la revaloriser, la remettre en valeur et mettre les médecins et les professionnels que bon leur semblait. La problématique de cette structure-là que nous avons analysée, c'était que les médecins, souvent, sont des médecins salariés. Et il nous semblait que ça n'était pas répondre à la demande des Baulois qui demandent un médecin de famille qui soit là de manière pérenne et fiable. Or, quand on analyse ces structures-là, on voit qu'il y a beaucoup de turnover au niveau des médecins. Donc la troisième possibilité qui s'offrait à nous, et celle que nous avons tous retenue, encore une fois validée par notre groupe de travail, c'est la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Cette maison de santé pluridisciplinaire présente l'avantage énorme d'être un gros facteur d'attractivité pour les jeunes médecins, parce qu'ils veulent maintenant, les jeunes médecins, travailler certes seuls avec leur patientèle, mais en équipe avec d'autres professionnels dans une MSP, je précise bien MSP. Les professionnels partagent une même vision d'exercice de la santé. Et ça, c'est important pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient pédicures, psychiatres, psychologues, ils ont ensemble rédigé une vision commune d'exercice. Et ça, c'est très important pour les jeunes professionnels. L'autre intérêt de cette fameuse MSP, c'est qu'elle peut être pluricite, c'est-à-dire que nous pouvons y associer, et c'est aussi le souhait de nos médecins qui sont déjà en exercice, les autres cabinets médicaux qui existent déjà sur la Baule, ce qui permettrait une vraie synergie au niveau de l'offre de soins pour notre ville. Et ça, c'est important pour les Baulois, et c'est aussi important pour les professionnels qui savent qu'ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres pour partir en vacances, en cas d'arrêt maladie, de congé maternité, enfin, il y a plein de situations particulières. Le gros delta de la création de cette MSP, c'est que c'est long et que c'est pas la mairie qui en a les clés, même si on surveille et qu'on reste très moteur, ça dépend de l'ARS, de la CPAM et de la région. Autant vous dire qu'avec le Covid, ils sont pas très dispo, mais ils sont très avenants à nous aider sur ce projet-là. On les a rencontrés plusieurs fois. D'ailleurs, ils étaient présents à une réunion, encore une fois, avec notre groupe de travail. Ce que je peux vous dire dans les échéances prochaines, c'est que il y a une réunion qui va être organisée justement par l'ARS, la CPM et la région auprès des professionnels de santé du territoire pour présenter ce projet de MSP sur la Baule. Et ça, encore une fois, c'est le lead, c'est pas nous qui l'avons, c'est vraiment les structures administratives. Cette réunion était prévue fin novembre et a été encore une fois décalée début décembre. Nous travaillons en amont. Et cet après-midi, j'étais encore avec un jeune médecin parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver des médecins qui aient envie de porter le projet pour amener du coup le souffle et la dynamique au projet. Ce que nous, on pourra pas faire, c'est entre professionnels qu'il faut que ça se passe. Ce que nous, au niveau municipal, on va porter, c'est un projet plutôt axé sport et santé. Encore une fois, c'est un facteur d'attractivité, que les médecins voient la Baule comme une ville jeune, dynamique, et pas comme une maison de retraite à ciel ouvert, et que pour eux, ça soit intéressant et stimulant de venir travailler là. Et en termes d'échéance, j'aimerais bien pouvoir vous donner quelque chose. C'est vrai qu'on espère 12 à 18 mois. En tout cas, voilà. Ce qu'on a dans notre panier et qu'on peut faire et ce qu'on commence à faire, c'est les réaménagements intérieurs de la maison médicale. Voilà. Merci. Merci Anna Malgarand pour ces détails très précieux pour l'ensemble de ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui nous écoutent, qui nous interrogent souvent. Alors on essaie d'éviter les acronymes, c'est un peu la règle, c'est pas simple. Mais bon, même moi, parfois, je tombe dans le piège. Voilà. Maison de santé pluridisciplinaire, c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Monsieur le maire. Boyer. Madame Boyer. Merci.
Donc il y a eu hier un groupe de travail sur la promenade de mer, donc je pense que ça a été c'était très apprécié, je pense, par la population. Mais on m'a posé une question sur les relations avec Pornichet. Alors peut-être qu'il y a eu des réponses hier soir que je ne connais pas, parce que donc beaucoup m'ont dit, mais ça y est, Pornichet, ils sont très très avancés, ça va être fini au mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe avec la Baule? Du coup, on pensait qu'il y aurait une harmonie entre le projet de la Baule et le projet de Pornichet. Alors qu'est-ce qu'il en est? Donc voilà, c'était ma première question, parce que j'en ai une autre qui n'a rien à voir. Merci Madame Boyer. Je vais vous répondre. D'abord, nous sommes en totale harmonie avec Pornichet. Nous travaillons ensemble avec le même calendrier. Il est vrai que Pornichet avait continué à avancer alors que la précédente équipe avait plutôt ralenti en arrivant les échéances, mais on essaie de rattraper. Donc il y a déjà des travaux en parallèle qui se font. Daniel Rival va compléter, notamment des travaux de carottage qui sont importants. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion de tenir informé de l'évolution des choses au fur et à mesure du temps. Et je crois même qu'il y a une décision importante qui a été prise, qui était déjà à débattre, c'était de savoir si on allait avoir une perle linéaire pour l'ensemble de l'éclairage, ce qui a été le cas. Donc vous voyez, ça démontre bien qu'on travaille main dans la main. Mais je laisse Madame Rival, bien évidemment, compléter. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, effectivement, l'équipe géotechnique qui a fait les prélèvements sur le Perret, nous aurons parce qu'il a fallu que ça aille en laboratoire, ça a été fait au mois d'août, et nous aurons au comité de suivi de la promenade de mer la semaine prochaine les résultats pour connaître où est abîmé le Perret, où l'encorbellement est abîmé, ce que nous devons faire, parce que ça, c'est important aussi par rapport au budget de la promenade de mer. Donc, en ce qui concerne, Monsieur le maire l'a dit, parce qu'il y a des échanges avec Pornichet, on l'a dit dès le début que ce ne sera pas la même promenade de mer entre Pornichet et la Baule, et même le maire de Pornichet l'avait dit, mais on a fait le choix de faire l'éclairage central, donc on aura notre courbe pas des poteaux, on appelle ça des candélabres. Merci beaucoup. Mais il faudra aussi qu'on fasse très attention à l'éclairage, parce que on en parlait longuement avec Sophie hier soir. C'est que si, par exemple, Pornichet peut nous mettre peut-être pas une boule, puisque ça sera des nouveaux candélabres, mais il faudra aussi, il y aura l'éclairage. L'éclairage de nuit, l'éclairage de jour, il va falloir là qu'on travaille aussi avec Pornichet pour essayer d'avoir un éclairage pareil, mais Sophie pourra rajouter si elle veut dire quelque chose. Quant à la concertation, moi j'étais très contente qu'il y ait 150 inscrits. Nous sommes allés avec Monsieur le maire et Sophie et Caroline recevoir les Baulois. Et on a eu un retour aujourd'hui qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance et que la concertation s'était bien faite. Voilà, et on voulait pas rester les élus parce qu'on a lu dans la presse que tout était fait. Eh bien non, tout n'est pas fait. On avance sur notre projet et on avance avec les Baulois et les Bauloises. Merci. Merci Madame Rival. Je vais peut-être laisser la parole. Ah bah allez-y alors, gardez la main. J'avais une deuxième question qui n'a rien à voir, mais d'abord je remercie Daniel, et puis moi-même je réponds à un certain nombre de choses, mais je pense qu'il faut que ce soit un petit peu plus officiel en quelque sorte, que les réponses émanent vraiment de celles et ceux qui travaillent sur le projet. Et quand même, l'harmonie avec Pornichet, c'était une question. Alors ma deuxième question, n'a absolument aucun rapport. J'avais lancé il y a quelque temps le problème de l'accueil de familles afghanes, en particulier des femmes, et on m'a demandé où ça en est, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce que quelque chose est fait, donc je transmets. En l'occurrence, moi j'ai pas du tout été saisi par les services de l'État sur ce sujet. Si je suis saisi, je vous en informerai et on prendra les décisions qu'il faut, mais en l'occurrence c'est pas le cas, donc voilà. Donc vous savez que ces sujets-là sont gérés par les services de l'État. Est-ce qu'il y a Madame English? Oui, merci Monsieur le maire. Alors moi je voulais rebondir par rapport à la promenade de mer et à sa réhabilitation. Comme Madame Boyer, notre groupe d'opposition a été saisi par quelques Baulois qui s'interrogeaient sur ce projet. Alors on se félicite également des ateliers participatifs qui sont mis en place et qui sont une excellente chose parce qu'ils permettent de bien cerner les besoins des Baulois, notamment en termes de mobilité, de végétalisation et d'usage de l'espace public. Mais la question qui revient systématiquement, c'est celle du coût
évidemment, du projet de cette promenade de mer. Alors, ma question, je me doute bien qu'à ce stade, on ne peut pas s'engager sur un montant définitif, mais avez-vous pu avoir, de la part de la maîtrise d'œuvre qui est en place, des indications précises, un coût estimé? Alors, on parle d'un budget, on va dire, d'à peu près 40 millions d'euros TTC. Est-ce que ça correspond à peu près aux chiffres qui vous ont donc été donnés par la maîtrise d'œuvre? Et est-ce qu'il s'agit d'un objectif maximum? Et est-ce que ce montant inclut les honoraires de maîtrise d'œuvre qui sont, je crois, de l'ordre de 500 000 euros par an? Merci. Merci, Madame English. Monsieur Dupuis. Oui, pour vous répondre, donc effectivement, le chiffre que vous donnez de 40 millions, c'est le chiffre sur lequel on se base, nous aussi, la maîtrise d'œuvre étant forcément en plus. La maîtrise d'œuvre, c'est environ 10% supplémentaire. Alors, sur ce genre de projet, on compte finalement un financement sur 40 ans. 40 millions, 40 ans, ça va représenter une charge de remboursement du capital d'environ 1 million, voilà, par an, sur 40 ans. Et le coût du financement actuellement, c'est environ 500 000 euros. C'est-à-dire que ça va plomber notre budget de fonctionnement de 500 000 euros et notre budget d'investissement d'1 million par an. En sachant que le budget d'investissement est de 20 millions par an. Donc ça laisse tout de même un équilibre financier important. Il va falloir effectivement qu'on fasse des réductions sur les investissements habituels structurants à niveau d'1 million, c'est-à-dire 1/20 de notre capacité de financement, ce qui est tout à fait raisonnable. Merci. Merci, Monsieur Dupuis, sachant que c'est quand même un investissement dans un enjeu structurant. En l'occurrence, c'est important. Monsieur Misset. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vais changer de sujet en parlant des cérémonies de commémoration du 11 novembre. La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage à tous les morts pour la France aura lieu au monument aux morts de la place de la Victoire le jeudi 11 novembre à midi. À cette occasion, le conseil municipal des jeunes, accompagné par Karine Chalier, rendra hommage à M. Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération décédé le 12 octobre dernier, à 101 ans, et qui sera inhumé ce même 11 novembre dans la crypte du Mont-Valérien. Il est à noter en outre que ce sera le retour de l'harmonie municipale pour les cérémonies. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Misset. Madame Fillou. Moi, je saisis la balle au bon pour parler musique. On continue les week-ends. Il faut que je baisse le son, peut-être, non? Non, ça va, ça résonne pas trop. Les week-ends classiques, donc on se réjouit de la très belle fréquentation du premier week-end dernier. Donc 3 soirées ont eu lieu. Donc on vous attend nombreux ce soir pour continuer ces week-ends classiques. Donc à partir de 20h30 à la chapelle Sainte-Anne, demain soir également et dimanche à 16h30. C'est ouvert à tous les publics, bien évidemment, et c'est gratuit, on peut le préciser. Madame Briand. Oui, alors nous avons souhaité... Alors déjà, bonsoir à tous. On va commencer par le début. Nous avons souhaité donc égayer les vacances de la Toussaint en proposant des animations aux familles, aux enfants, aux plus jeunes et aux moins jeunes. Donc pour cela, vous avez rendez-vous avec la grande parade. Donc 8 musiciens dans une tradition New Orleans avec cracheurs de feu, personnages sur échasse, des gentils monstres et sorcières, mais aussi la famille Star Wars, la famille Adams et plein de personnages dont notre Toquetouille. Donc cette parade va égayer tous les quartiers. Nous serons demain à 15h30 donc à Escoublac. À 16h30, nous donnons rendez-vous à tous, donc place des Palmiers pour remonter l'avenue de la Jarige en direction de la mer. Nous serons donc ensuite à 17h30 au Casino, à 18h30 avenue de Lattre et à 19h au marché. Et nous clôturerons par une nocturne Halloween au marché de la Bolle dans la tradition festive, familiale et conviviale de ce que nous faisons l'été.
Dimanche matin, nous serons à 11h, de 11h à midi et demi au marché et à 17h30 avenue de Gaulle, et nous donnons rendez-vous à tous déguisés à 17h30 devant l'office de tourisme pour remonter l'avenue de Gaulle. Voilà. Voilà, pour les déguisements, avis aux amatrices, aux amateurs. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Madame Hazard. Bonsoir à toutes et tous. Le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale... Ah, pardon. Merci Pascal. Tout va bien? Merci. Donc le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale s'est tenu le 14 octobre dernier, présidé par Monsieur le maire. Pour faire écho à l'actualité relative à l'augmentation du coût de la vie et compléter les aides gouvernementales, nous avons décidé de revaloriser le montant de certaines aides municipales. Il s'agit de celles à l'énergie ainsi que celles de première nécessité pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement. Bien entendu, ces aides sont attribuées aux personnes les plus démunies sous conditions de ressources et selon des critères bien définis. Il faut noter que les barèmes n'avaient pas été revus depuis 2016. Nous avons pris cette décision car il est important en cette période difficile de rester au plus proche des besoins des Bauloises et des Baulois qui peuvent connaître des difficultés en ces temps. Merci beaucoup. Merci Madame Hazard, c'était important, avec l'ensemble de mes collègues qui sont au CCAS. Monsieur... Oui, Le Quéré. Oui, bonsoir Monsieur le maire, mes chers collègues. Je voulais faire un petit point alors, sur le vélo. Ma foi, c'est un peu ma discipline. Donc le service de location de vélos électriques, un libre service, sur le point des locations sur les 2 derniers mois. On a eu donc 1213 locations en septembre, 786 locations en octobre, sachant qu'on a eu des journées qui étaient quand même pas terribles. On constate par contre une fréquentation qui est beaucoup plus importante les week-ends par rapport aux autres jours de la semaine. On a 475 nouveaux inscrits en septembre, 267 en octobre, un taux de rotation qui est de 0,54 trajets vélo jour, qui a diminué bien évidemment depuis la saison. On a donc 69,2% des trajets qui sont réalisés entre midi et 21h en septembre, 48,5% des trajets qui ont une durée comprise entre 10 minutes et 1 heure, et donc 46,6% des trajets qui ont lieu le week-end. Donc il y a une analyse à faire bien sûr là-dessus. Les stations qui ont été les plus prisées, c'est la place Leclerc, Casino, la Jarige, la gare SNCF, mairie annexe du Guésy, qui ont capté le plus de locations. Et donc on a une recette de 2 527,42 €, très exactement. On a donc réfection de certaines stations, parce qu'ils étaient donc, les bornes étaient ancrées sur l'enrobé, ils seront donc ancrés sur des socles béton, pour pouvoir vraiment finaliser quelque chose de pérenne. On a la création de 2 nouvelles stations qui vont voir le jour. Dans le secteur Aquaball, on aura donc 10 bornes qui vont être installées. Et avenue de Lyon, près de la promenade de mer, future promenade de mer, pardon, on aura donc 8 bornes également. Donc tout ça, c'est une mise en service fin novembre. Voilà. Par contre, je vais juste insister sur le fait qu'on ne va pas augmenter la charge de vélo. Les 80 vélos qui sont donc sur la ville actuellement, on va les répartir selon les stations les plus avantageuses, c'est-à-dire les plus prisées, et celles qui sont les moins prisées. Donc on va essayer de faire un bon équilibre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Plouvier. Juste très rapide, c'est pour rappeler qu'on a ouvert une annexe de la mairie à la Jarige, qui maintenant est ouverte sur les mêmes horaires que la mairie centrale et les autres mairies de quartier. Donc c'est le d'Escoublac et du Guésy, de 8h15 à midi, de 13h30 à 16h15, et enfin le samedi matin de 9h à midi. Et une ouverture d'une annexe qui a été très bien accueillie par la population, qui a trouvé en fait le fait qu'on puisse se réapproprier et d'avoir une présence municipale importante dans ce quartier qui vit beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette information. Monsieur Gontier. Oui, alors j'aimerais juste revenir sur la question du sporting que nous avons évoqué en début de conseil municipal, mais simplement sur les aspects financiers, parce que là, il concerne les aspects gestion, puisque de plus en plus de familles bauloises reviennent vers nous et nous écrivent. Là, dernièrement, on a reçu 3 courriers pour nous parler du sporting et de ses manquements. Alors, on sait bien que, évidemment, le sporting est géré par une association, mais je souhaite attirer votre attention sur ces courriers que nous recevons
et notamment vous en citer un, puisqu'ils vont tous dans le même sens. Donc cette famille bauloise nous dit « Nous sommes déjà fin octobre et aucun signe des bulles qui doivent être mises en place. Les terrains sont maintenant déjà détrempés par la tempête de la semaine dernière. Du fait des sommes allouées au club, il est juste que des membres de l'équipe municipale aient été intégrés à l'équipe de direction, mais ils n'ont visiblement aucune notion des contraintes qui pèsent sur la pratique de ce sport. » Alors évidemment, je m'adresse plus particulièrement à vous, Christophe Mathieu, en me faisant l'écho de ces Baulois qui nous écrivent. Entre les tournois à répétition qui empêchent toute pratique du tennis en saison estivale et l'absence de bulles en hiver, les 750 adhérents du club ne risquent pas de rester adhérents très longtemps. Il est dommage de faire de tels investissements s'ils ne servent à personne. Comment allez-vous par ailleurs expliquer aux jeunes sportifs de haut niveau qu'ils ne pourront pratiquer de l'hiver? Qu'allez-vous dire aux joueurs de haut niveau de l'académie de tennis quand ils découvriront qu'ils pratiqueront de l'aquatennis tout l'hiver parce que vous avez tardé à installer les bulles? Et au jeune vice-champion de France de paddle qu'il ne pourra pas jouer du tout de la saison car vous avez refusé la subvention pour couvrir les terrains de paddle. Alors voilà, monsieur le maire Christophe Mathieu, que pouvez-vous faire et que répondez-vous à ces Baulois? Merci beaucoup. Merci, monsieur Gontier. Ce qui serait bien dans l'organisation du conseil municipal, c'est quand vous avez des courriers, n'hésitez pas à les transmettre au service de la ville, qui y répondront, parce que s'il faut lire tous les courriers que l'on reçoit, je crains que le conseil municipal prenne plusieurs heures. Mais bon, on va répondre en détail, bien évidemment. Christophe Mathieu. Merci, bonsoir à tous. Donc le dossier tennis, il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place depuis juillet de cette année. On en avait parlé avec madame là-bas, avec Caroline Leroux. Et puis depuis ce jour-là, donc un nouveau conseil s'est mis en place. 2 élus de la ville, Sophie Douchin et moi-même, siégeons à ce CA. Il a fallu comprendre le fonctionnement de cette association depuis le départ, donc depuis maintenant 16 mois qu'on est élu. À chaque fois que nous demandions les comptes, il était très compliqué de les avoir. Donc à partir de là, le nouveau président a été élu, il a démissionné, un autre président s'est présenté, et donc la nouvelle équipe a pu travailler. Donc depuis le mois de juillet, ils sont en train de vraiment passer à travers tous les comptes, premièrement. Ensuite, par rapport aux bulles, il y avait un litige pour le montage des bulles avec une entreprise. Donc, il y a 3 ou 4 entreprises en France qui montent et qui démontent les bulles. Donc, très compliqué de faire venir une entreprise comme ça sur un coup de tête en disant on change. Au niveau de la loi, on ne pouvait pas non plus faire venir une autre entreprise tant que l'autre n'avait pas cassé son contrat. Je ne vais pas vous l'apprendre, des contrats qui existent. Et donc, à partir de là, il a fallu attendre. Ensuite, la semaine, c'est vraiment pas de bol pour le tennis, la semaine où les bulles devaient être montées, il y a eu tempête. Et donc, à partir de là, si on ne voulait pas craquer toutes les bulles, voilà. Et là, on n'aurait pas eu de bulles de toute la saison, en tout cas hivernale. Donc, à partir de là, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de la mairie pour mettre tout ça en place. Et au niveau de la nouvelle équipe en place, je leur donne tout mon soutien et je leur fais énormément confiance par rapport à tout ce qu'ils mettent en place. Par rapport aux adhérents, par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, parce que bon, il y a eu le Covid, il y a de la hausse au niveau des participants et des adhérents. Au niveau du padel, nous avons donné donc une subvention, nous l'avons votée pratiquement après avoir été élus. Malheureusement, les padels n'étaient pas correctement montés à l'époque. Donc je ne voulais pas, et j'en avais parlé à monsieur le maire, je ne voulais pas que nous fassions une couverture sur des terrains qui n'étaient pas viables, puisque sur les 3 terrains existants, 2 ne sont pas conformes pour jouer correctement. Donc c'est vrai que si on fait venir des champions du monde ou des vice-champions de France, et qui se font une cheville à chaque fois, ils ne vont pas aller très loin en compétition. Donc je ne voulais pas investir sur des choses qui n'étaient pas viables. Donc à partir de là, on a choisi d'attendre et de faire les travaux qui étaient corrects pour cela. Voilà. Merci. Merci, monsieur Mathieu, pour ces précisions. Madame Rival. Oui, merci, monsieur le maire. Et puis merci, Christophe, parce que je pense qu'il faut quand même en parler de ce dossier. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques sur cette rénovation et puis même cette construction nouvelle. Et je reviens sur les bulles par rapport à ce que vous disiez, monsieur Gontier, ce ne sont quand même pas des piscines, malgré que le terrain, ce n'est pas la piscine de la Baule, mais il y a eu aussi des gros problèmes techniques sur la mise en place de la bulle sur les terrains. Et je peux vous assurer que monsieur Doré
à pousser. On a même envoyé des courriers pour demander des pénalités s'ils ne bougeaient pas plus vite que ça. Donc voilà, c'est vraiment pas de la faute de l'équipe municipale et des services, c'est qu'il y a eu vraiment des problèmes sur ce dossier-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Rival. Monsieur Gontier. Oui, simplement merci, Madame Rival. Je me précise que ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos dont je me fais le porte-parole de familles bauloises qui nous écrivent. Mais merci de vos précisions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Renaud. Bonsoir, Monsieur le maire. Je reviens sur un sujet qu'on a perdu un petit peu de vue après la saison estivale, c'est la sécurité. Nous avions évoqué en juin la création peut-être d'une commission de sécurité pour réfléchir à le plan de sécurité global. Vous avez acté le principe de cette création. Vous m'aviez redit en juillet qu'on allait encore y réfléchir. Est-ce qu'on a avancé et est-ce que ça va déboucher? Oui, tout à fait. J'ai demandé à Monsieur Misset de s'en occuper. On n'a pas du tout laissé tomber la sécurité. Alors là, vous vous détrompez en la matière. Moi, je pense que c'était un peu une pointe d'humour. Non, au contraire. Mais on va avoir, et ce dont j'évoquais tout à l'heure dans mes propos introductifs, un élément supplémentaire qui va nous aider beaucoup, notamment pour la répartition des caméras sur le territoire. C'est l'arrivée de la 5G, qui va être un outil important parce que ça nous évite de faire du génie civil à chaque fois qu'on va installer une caméra. Et que la technique est parfaite en matière de qualité pour le centre de surveillance urbain. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, le projet sur lequel on travaille, qui est le projet de l'hôtel de police municipale, qui devrait être installé avenue Clémenceau. Quelle belle adresse pour un hôtel de police municipale. Et donc, de ce fait-là, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, dans l'ensemble des mesures. Monsieur Denis. Oui, juste un mot pour revenir sur le tennis, parce que je pense qu'il sera important quand même, je ne veux pas insister trop lourdement, je voudrais simplement dire que le tennis, ce n'est pas que le sporting, hein, il y a également le garden. Hein, et les gens omettent assez souvent, lorsqu'ils souhaitent jouer, ils arrivent au niveau du sporting et se rendent compte que parfois il n'y a pas de place. Alors en été, il reste des terrains qui sont totalement libres au garden qu'ils peuvent utiliser. C'est la première chose. La deuxième chose, la personne qui a écrit, elle n'est peut-être pas tout à fait informée, mais les terrains sont utilisables. Ils le sont actuellement, ils l'ont été de manière extrêmement importante et ils le sont surtout d'une manière extrêmement prolongée dans la journée, puisque je peux vous dire que ça reste éclairé actuellement jusqu'à 22h pour ce qui concerne les terrains de tennis. Et c'est éclairé non seulement pour ceux qui voudraient pratiquer le tennis à titre individuel, mais également pour toutes les équipes de compétition. Hein, je peux vous dire, il y a 3 terrains qui sont réservés, les 1, 2, 3 sont extrêmement mobilisés en ce moment. Quant au padel, même si les terrains ne sont pas encore tout à fait aux normes, là les éclairages restent jusqu'à 23h et ils ne restent pas allumés pour le plaisir d'être allumés, mais simplement parce qu'il y a des joueurs qui restent jusqu'à 23h. Je félicite ceux qui s'occupent d'éteindre les lumières entre 23h et minuit, hein, parce que c'est fait et on le surveille attentivement. Voilà. Quant aux bulles, je viens de vérifier, hein, ça fait 2 jours qu'ils sont dessus en ce moment, et tout est à plat, c'est pas encore monté parce qu'effectivement on a ces problèmes techniques, hein, qui existent encore, mais en tout cas ça va être fait dans les prochains jours. Merci Monsieur Denis. Monsieur Denis est très précis parce qu'il habite à proximité. Donc il surveille le chantier de près. Je vous tiens à vous préciser parce qu'on pourrait s'étonner de ces précisions. Et d'une part, et parce que je suis arbitre de tennis et qu'on attend avec impatience d'avoir ma bulle pour pouvoir arbitrer à l'abri du vent, de la pluie et du froid. Voilà, quoi qu'il fasse, il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur souvent, mais c'est pas grave. Nous sommes alertés dès qu'il y a quelque chose qui bouge. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose que l'on clôt nos débats. Je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal, sauf aléa, se tiendra le vendredi 19 novembre, ici même à l'hôtel de ville. La séance est levée. Merci beaucoup.